France Culture et Arte présente Et maintenant, le festival. Elles vont arriver dans quelques secondes. Série documentaire, donc, Exologie, une vie de célibataire qui est d'ores et déjà disponible à l'écoute, 5 épisodes d'une demi-heure sur le site de France Culture. Et je crois que je les vois arriver. Adila Benejaïzou et Sonia Kronlund. Bonjour à toutes les deux. C'est à vous. Bonsoir. On se met où ? Vous pouvez vous mettre autour de la table. Ok. Le manche debout, on m'a dit que ça s'appelait. Eh bien, bonsoir à tous. Bonjour. Oui, bonjour, j'ai dit bonsoir, ça commence très mal. Alors, donc on est là pour rencontrer Adila Benejaïzou et parler de son nouveau podcast. Donc on va un petit peu vous raconter de quoi il s'agit et puis parler un petit peu de making of, un peu comment on travaille, comment ce genre de série se conçoit. Deux mots sur Adila, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, elle est soit productrice de documentaires, soit documentariste sonore ou productrice de documentaires sonores. Voilà, vous avez le choix. Elle a commencé notamment en faisant une série qui s'appelle Mes années boom, qui se passe en grande partie en Algérie. Ensuite, PMA hors la loi, où elle raconte la fabrication de son enfant. Ensuite, l'affaire Salif B, qui est une enquête à Perpignan, c'est ça ? Bayonne. Et il y a aussi une série qu'on a diffusée dans Les Pieds sur Terre qui s'appelle Une odeur de poudre, qui est une enquête un peu autour de la drogue et de ses usages. Elle a fait aussi la série documentaire LSD, particulièrement remarquée, Heureuse comme une arabe en France et les manifestations. Voilà, ça c'est son œuvre sonore. Et puis il faut que vous sachiez qu'en 2020, je crois, elle était pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. On était assez fiers de ça parce que c'était, on peut dire que la création sonore ou bien le podcast ou même la radio était accueillie à la Villa Médicis en grande pompe, dans les jardins, voilà, donc on était assez fiers de ça, et elle aussi. Voilà donc cette nouvelle série qui arrive sur franceculture.fr et l'appli Radio France, essentiellement, qui s'appelle Ex-Ologie. Et avant de vous détailler de quoi il s'agit, je vous propose d'en écouter un premier extrait, Jean-Charles. Oui, allô. Oui, vous êtes le voyant Omar ? Exactement, oui, c'est ça. Je voudrais consulter pour une question sentimentale. En fait, ça fait 17 ans que je suis célibataire. Oui. Et donc, je voudrais essayer de comprendre pourquoi. Votre étoile, elle est dans le noir. Mon étoile ? Et ouais. L'étoile, c'est quelque chose. Tu vois l'étoile, si tu vois quand tu sors, les gens te regardent, les gens te draguent, les hommes viennent envers toi. C'est ça qu'on appelle les étoiles. Il faut qu'on fasse le rituel aussi pour que cette malaria, ça peut partir plus vite possible. Cette malaria ? C'est malaria, c'est comme une maladie. J'ai mis longtemps à comprendre que j'étais malade. Au début, mon entourage était confiant. Ils étaient sûrs que ça ne durerait pas. Les hommes qui vont prendre soin de vous, vous ne trouvez pas. On est d'accord ? Ouais. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une malheur, ça. Ensuite, on m'a conseillé des traitements. Il fallait chercher activement à rencontrer quelqu'un. Ou bien, au contraire, il ne fallait surtout pas chercher. Une fois qu'on va faire ce travail, c'est des hommes qui vont courir derrière toi. C'est pas toi qui vas courir derrière des hommes. Ensuite, il y a eu la phase d'incrédulité. Comment se faisait-il qu'une fille aussi chouette que moi ne rencontre personne ? Le travail, ça suffit qu'on achète le matériel pour aller faire le travail le plus vite possible. Et puis un beau jour, le silence. Passé un certain âge, que je situerais autour de 40 ans, le sujet devient carrément tabou. On n'ose plus poser la question. C'est pour ça que je veux vous parler de mon célibat. Parce que je ne veux pas le vivre comme une maladie honteuse. Une fois que je vais faire le travail, dans une semaine, toi-même, tu vas voir les résultats. C'est efficace, garanti.
Ok? Ça veut dire que dans une semaine, je vais rencontrer quelqu'un? Tu vas rencontrer quelqu'un, ça ne sera pas n'importe qui. C'est lui-même qui va prendre soin de toi. Et ce ne sera pas une pauvre. Même s'il ne sera pas riche, mais il ne sera pas pauvre non plus. Ok. Moi, je ne fais pas ce travail à la maison. Moi, je fais ça aux forêts. Dès maintenant, vous pouvez me donner l'argent pour acheter le matériel. Parce D'accord. que je travaille avec les esprits. Le sacrifice, ça peut demander une vache, un mouton et des poulets rouges, pour donner à les esprits, pour que la situation, tu peux t'en sortir plus vite possible. D'accord. Mais du coup, ça fait combien? Du coup, moi, votre travail, tout fini, je peux faire à 2000 €, mais je vous fais un facile paiement. 2000 €? Mais c'est 2000 €, énorme. oui. C'est pas énorme. Parce que le garçon que vous allez rencontrer, il va vous acheter même une voiture. Oui. Aujourd'hui, vous allez me dire que c'est trop, mais une fois que vous allez rencontrer quelqu'un qui va prendre soin de vous, tout ce que vous allez lui dire, il va vous faire. Vous allez oublier 2000 €. La personne qui va vous acheter une voiture, qui va vous donner une bonheur, qui va vous écouter, qui va faire tout à la maison. Et c'est 2000 €. Le plus important, c'est quoi? Voilà, donc il faudrait que vous écoutiez la suite pour savoir ce que Adila a fait avec ce marabout Omar. Donc on a compris que c'est une enquête sur ton célibat. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes et quel est le dispositif que tu as mis en place pour faire cette enquête autour de ton célibat? Le point de départ, c'est pas vraiment une enquête sur mon célibat. Donc le titre, c'est Exologie, donc qu'on a inventé pour. C'est un mot qu'on a inventé. C'est un désir. Je fais comme si on n'avait jamais parlé entre nous, Sonia. Avant, Oui. en fait, c'est des choses qu'elle connaît déjà un petit peu. J'avais envie de retourner voir mes ex. Et revisiter les histoires qu'on avait eues ensemble. Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant qui était lié à mon célibat, parce que je me pose des questions effectivement après un célibat long, mais aussi parce que j'avais très envie de faire une autobiographie sentimentale collective. L'autobiographie collective, c'est un peu mon credo, c'est une expression que j'ai volée à la maintenant nobelisée Annie Ernaux, mais c'est-à-dire que je fais le pari qu'en racontant une vie sentimentale qui serait la mienne, je vais rencontrer les vies de plein de personnes qui sont à peu près de ma génération et en général de mon milieu social. Et voilà. Et l'idée, c'est de raconter cette vie intime pour rencontrer une intimité qui est finalement collective. Donc jusque-là, dans ton travail, il y avait de l'histoire que tu croisais dans Mes années boom. Il y avait aussi des questions vraiment de société dans PMA hors la loi. Il y avait même des questions politiques dans la série que tu as fait sur les manifestations. Et là, on est vraiment dans quelque chose de sentimental. Donc comment tu construis cette autobiographie collective? Au fond, qu'est-ce que ça a de collectif? Toi, tes ex, comment tu as abordé cette question-là, d'aller dans l'extrêmement personnel pour toucher quelque chose de collectif? C'est un peu la base de l'écriture du jeu, mais dans cette série précise, est-ce que tu peux raconter comment tu as conçu ça? En fait, tu les as appelés, comment tu les as choisis aussi? Alors déjà, moi je pense que vraiment, jusque dans notre grande intimité, dans ce qu'on appelle nos rapports amoureux, on est complètement porté par ce qu'on partage tous socialement, des valeurs, des désirs, des amours, des désamours. Donc pour moi, plonger dans l'intimité, c'est pas m'éloigner du collectif. En fait, plonger dans l'intimité, c'est retourner voir qu'est-ce qui me meut avec d'autres et de la même façon que d'autres dans ce que je crois être la chose la plus singulière et intime. Voilà. Ensuite, le choix il a été assez simple, c'est que je suis retournée voir les personnes qui ont compté pour moi. Donc des histoires avec une certaine durée où l'autre et moi, nous nous sommes projetés dans un avenir qui finalement n'a pas duré aussi longtemps qu'on pensait, mais quand même. Et puis, juste à un moment, j'étais obligée de décrocher de ça parce que
il fallait que je raconte les années de célibataire où j'ai eu des rencontres beaucoup plus fugitives, et donc j'ai choisi comme ça des hommes que j'avais rencontrés plus fugitivement, mais qui, pour une raison ou pour une autre, avaient marqué quand même mon parcours. Et puis il faut dire que cette série n'est pas complètement auto-centrée, puisque tu fais l'effort quand même dans chaque épisode qui commence par un marabout, un hypnotiseur, une coach. Je vous recommande la coach en séduction et ce Love Mood Board qu'elle vous proposera de faire pour la modique somme de je ne sais pas combien de milliers d'euros. Donc voilà, il y a à la fois une tentative d'essayer de comprendre quelles sont les solutions à t'apporter, et puis comme dans tout documentaire qui se respecte, tu vas voir aussi d'autres personnes. C'est-à-dire tu vas rencontrer d'autres célibataires. Qu'est-ce que tu vas... Enfin, tu n'as pas voulu être complètement autocentré. Ben non. J'aimerais mieux pas. Non, mais en fait, comme la question c'est d'interroger nos représentations, et ben, par exemple, la question d'aller voir ce que j'appelle un peu des charlatans au début de chaque épisode. Alors, c'est pas tous des charlatans, mais en tous les cas, ce marabout, en fait, il me permet, sans commentaire, de mettre carte sur table sur le regard qui pèse sur une femme célibataire de mon âge aujourd'hui. Ce qui me renvoie à la maladie, c'est le malheur, il faut guérir. Et ben, d'un seul coup, tout sort. J'ai pas besoin d'expliquer. Regardez ce qui me pèse dessus. En fait, ça arrive directement. Et c'est pas uniquement parce que c'est un marabout, hein, parce qu'après il y a des coachs qui sont tout à fait d'une autre culture et qui vont me dire à peu près la même chose. Donc, ouais, ça c'est voilà. intéressant. Et avec donc, d'autres mots. Avec d'autres mots. Et donc c'est comment ça serpente entre les personnes que j'interviewe parce que je trouve qu'elles ont des situations en écho avec la mienne, les personnes que j'interviewe comme interlocuteur pour renvoyer un regard sur ma situation, et mon propre récit. Et tout ça chemine pour interroger toujours ces images et surtout sur la question du célibat. Ce dont je me suis rendu compte, c'est des choses qu'on dit beaucoup en ce moment. On est invisible. En fait, je dirais pas que les célibataires sont invisibles, ils sont juste très discrets. C'est ça qui est assez intéressant, et c'est que comme ils sont très discrets, on ne les pense pas. Et moi-même, je ne pensais pas à ma situation. Et je suis allée voir des gens, et le truc qui était le plus dur dans cette série est très différent des autres séries. C'est quand j'allais voir des célibataires pour qu'ils me racontent leur histoire, ils me disaient tous « je n'ai rien à raconter ». Il n'y a rien à raconter. Il y a une Marie-Yvonne que je vais voir à Strasbourg, une Louise que je vais voir à Paris, et à chaque fois, c'est des personnes qui disent « mais mon histoire n'a aucun intérêt ». Parce qu'en fait, c'est des personnes qu'on a persuadés de leur absence d'intérêt, de leur absence de valeur, qui est liée, je pense, à une absence de valeur sociale. Et donc, pour eux, c'est normal d'être discret. D'ailleurs, il y a tout un mouvement que tu évoques dans l'épisode 4 ou 5, enfin dans 2 épisodes, au contraire aujourd'hui, d'une partie des féministes qui essaient de se réapproprier leur célibat et qui mettent en avant l'idée d'une sororité, etc. Comment tu te positionnes là-dessus dans ces épisodes? Est-ce que tu fais partie de ces femmes à la fin de la série? On ne va pas dévoiler la happy end ou pas, mais est-ce que tu finis en vivant avec des copines? Alors, il y a quelque chose qui est hyper intéressant en ce moment qui se passe, qui est la critique du couple hétérosexuel comme un endroit de violence, et donc on revendique le célibat comme un endroit d'émancipation. Moi, je dis juste, pour encore une fois l'avoir expérimenté pendant 17 ans, que être célibataire, c'est comme être en couple. Quand ça dure, ça pose des questions. Donc, et la vie avec les copines, c'est formidable, mais au bout d'un certain nombre d'années, ça pose aussi des questions, comme quand on est avec la même personne pendant plusieurs années. Et par ailleurs, j'adorerais être à leur place, mais je ne le suis pas parce que je suis célibataire. Donc, juste ce que je dis, c'est pensons cette situation pour ce qu'elle est et pas comme une espèce de sortie de secours merveilleuse au couple, parce que c'est pas ce que c'est non plus.
D'accord. Je ne vais pas non plus entrer trop dans cette question parce que c'est l'objet du petit débat qu'il va y avoir tout à l'heure. Donc revenons un petit peu à la fabrique en fait du podcast et je voudrais qu'on parle un petit peu de cette écriture du jeu qui me semble à la fois prendre beaucoup de place et être intéressante à questionner. Tout simplement, quand tu dis jeu, est-ce que c'est vraiment toi, le jeu ? Toi, je dis toi en l'occurrence, pas de manière générale. Ton jeu, est-ce que c'est vraiment toi ? C'est moi et c'est absolument pas moi. C'est mon clown. Ton clown ou ton C'est clone ? mon clown. C'est pas mon clown, c'est mon clown. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un stage de clown. Moi, dans mes années de militantisme, j'en ai fait parce qu'à un moment, on voulait militer en faisant rire les flics. Bon, ça n'a pas hyper bien marché, mais donc dans le stage de clown, qu'est-ce qui se passe ? On va vous demander d'être drôle, mais d'être drôle de vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tous le même clown, donc on ne peut pas juste venir et faire un sketch, il faut jouer avec ce qu'on est. Et donc, il y a tout un travail pour à la fois donner ce qu'on est et en faire quelque chose qui est autre chose, qui est votre clown. Et ben, quand j'écris les micros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est entièrement ce que je suis, mais il y a un moment, je fais travail et donc ce n'est plus moi. C'est un clown, pas au sens drôle, mais un clown, c'est-à-dire une créature que j'ai créée à partir de moi, mais qui n'est pas moi. Et c'est ce qui te permet aussi d'aborder, comme vous l'entendrez, des thématiques et des épisodes de ta vie qui sont extrêmement douloureux, avec une certaine distance. Je ne vais pas les citer, parce que je n'ai pas envie que ce soit trop pathétique, mais voilà, à la fois de créer une distance, c'est un petit peu quand tu fais du montage, au fond, tu sélectionnes, puis il y a des choses dont tu parles, puis des choses dont tu ne parles pas. Ouais. Oui, tout à fait. Je ne dis pas tout, en fait. Je dis énormément, mais en fait, je ne dis que ce que je juge utile au récit et à l'auditeur. Alors ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître impudique, mais moi je fais vraiment des arbitrages. Et puis en plus, encore une fois, un documentaire sonore, c'est l'objet d'un travail. Donc il y a eu du tournage, il y a eu du montage, j'ai des interlocuteurs, tu en fais partie. Il y a aussi Clémence Grosse qui a réalisé cette série, et cette série serait pas ce qu'elle est sans elle. Voilà, il y a aussi, par exemple, il y a Delphine Saltel qui doit être là aujourd'hui, avec qui j'échange énormément au quotidien sur nos pratiques, mais qui là carrément a accepté de prendre un micro pour m'interviewer, pour m'aider dans ma démarche. Et tous ces échanges et puis ces arbitrages et puis ces choix, ça fait travail. Et donc, je suis pas là en train de cuisiner mes tripes et de vous les donner. J'ai fait du tri. Ouais, tu as travaillé, quoi. Justement, alors ça m'intéresse que tu mentionnes notre camarade Delphine Saltel, parce que donc, étonnamment, dans cette série, il y a un moment donné où tu éprouves le besoin qu'on pourra juger un peu étrange, de te faire interviewer toi-même par une autrice de podcast, etc., qui travaille beaucoup sur l'intimité, qui a fait des podcasts merveilleux pour France Culture comme La Clinique de l'amour et d'autres pour Arte Radio. Donc voilà, tu éprouves le besoin de demander à Delphine de faire ta propre interview. Donc je propose qu'on écoute un extrait où vous comprendrez qu'il y a des morceaux qui sont des discussions avec un ex-Dadila qui s'appelle Vincent, et puis des petites reprises qui font partie des interviews avec Delphine. Et puis tu pourras nous commenter intelligemment cet extrait. Est-ce que tu te souviens pourquoi ça s'est fini ? Là, pas du tout, mais on peut essayer d'y réfléchir. Je me souviens que je vais en Hippocagne au lycée Claude Monet, en particulier parce que c'est juste à côté de chez toi. Tu es en fac de droit. Alors là, donc j'ai pas de souvenir. Et après, qu'est-ce qui se passe ? À la fin, on était juste un super bon tandem, mais on n'était plus tellement amoureux. Et j'ai vu à un moment que, en fait, dans la classe prépa, il était aussi hyper absorbé. Enfin, en fait, qu'il était en train de vivre un truc super fort. Et moi, j'avais l'impression de un peu patauger dans ma vie. J'aimais pas ce truc que lui, il était porté vers quelque chose. Et moi, j'avais l'impression d'être à la traîne.
comme dans notre couple, souvent c'était moi qui formulais les choses, c'est moi qui ai formulé la question de on se sépare. Et donc, ça a été évidemment hyper triste. On a pleuré pendant une journée, une nuit entière, je pense. Attends, mais je nous vois pleurer comme des madeleines, mais tous les deux, là, mais d'un coup. Mais alors, je sais pas où, je sais pas quand. C'est un petit matin, on est chez mes parents et il va partir. On a pleuré toute la nuit. Et on se serre une dernière fois dans les bras. Et voilà, et c'est la fin de notre histoire. Voilà. Donc, vous avez remarqué, voilà, il y a deux modes de parole, de narration. Donc, pourquoi est-ce que à ce moment-là, tu as eu ce besoin ? Mon moteur, à ce moment-là, mais souvent, parce que comme je raconte ma vie, alors peut-être que ça ne s'entend pas dans les documentaires, mais je me méfie énormément de la complaisance. Et donc, à ce moment-là, ce qui m'inquiète, c'est que si je fais toute seule tous les interviews et que je me remémore toute seule les trucs, et ça va être un peu complaisant, justement. Et peut-être aussi, je vais avoir des angles morts. Et donc, je demande à Delphine de m'interviewer parce que j'espère qu'elle va me poser des questions que je ne me serais pas posées à moi-même ou auxquelles je ne m'attends pas. Donc ça, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et en plus, elle a été une très bonne intervieweuse. Il se trouve qu'aussi, par accident, on a trouvé l'émotion, qui est un truc... c'est-à-dire quand elle m'a interviewée, j'ai ressenti des émotions en lui répondant, et c'est des choses qu'on entend dans la série, alors que quand j'écris mes micros, mes émotions sont jamais, sont jamais physiques. Elles peuvent être décrites par l'écriture, mais mon émotion passe pas dans ma voix. On pourrait dire à l'inverse que ton travail, il est aussi extrêmement courageux, c'est-à-dire qu'on s'identifie assez vite, en fait, quand on même voit le titre. D'ailleurs, c'est pour ça que cette série, en partie, c'est aussi grâce au talent, mais elle a démarré très, très, très fort, même de manière étonnante, des milliers de connexions, voire des dizaines de milliers de connexions dès le premier jour. Et en fait, on se dit tous, si on allait voir nos ex, comment ça se passerait, ce qu'on oserait, enfin voilà, c'est assez facile de s'identifier, et en même temps, moi perso, j'irais pas. Toi, il t'a fallu quand même beaucoup de courage. Comment tu en ressors de cette expérience collective? Déjà aussi, il y a un truc moi, je suis scénariste aussi, donc en fait, moi, quand je pense au pitch, je vais retrouver mes ex. Il y a un truc que je trouve excitant de l'extérieur. Évidemment, je jubile du fait que un auditeur, une auditrice, il va jubiler du fait que je vais retrouver mes ex. Enfin, là, il y a vraiment quelque chose de ludique et d'un peu fabriqué que j'assume. Enfin, ça m'excite en fait ce pitch-là. Après, en fait, j'essaie d'y aller très tranquillement. Et comment dire, d'un ex à l'autre, c'était pas la même chose. J'ai vécu plusieurs mois un petit peu où en fait, il y avait vraiment des fois, j'avais juste envie de m'allonger par terre et de plus bouger. Et je devais partir faire l'interview de un tel ou un tel, et mon agra, j'avais l'impression qu'il pesait 52 kilos. Mais une fois que l'interview était faite, j'étais toujours très contente. Et ensuite, c'est le travail, c'est ce que je disais. Il y a autre chose. Et par ailleurs, j'ai recommencé une analyse pendant le tournage. Enfin, ça sert quand même ça sert à prendre de la distance. Oui, tout à fait. Pour finir sur cette écriture du jeu, qui est quand même un petit peu la ligne directrice de notre entretien, c'est une écriture d'interviews, de reportages, de documentaires assez fréquente, mais tous les jeux ne sont pas des clowns. Hein. Tous les jeux ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu vois, toi, un petit peu, par exemple, Au pied sur terre, on fait d'autres séries où les producteurs prennent la parole en disant jeu, mais c'est pas du tout le même jeu. Ils ne vont pas voir leur mère. Et puis, il y a des jeux qui sont un peu plus vrais et un peu plus faux. Est-ce que tu vois une sorte de continuum Est-ce que tu vois à peu près où c'est dans la narratologie contemporaine? Alors, j'ai pas compris la question, je crois. Non, c'est-à-dire que si tu parles, je peux faire la réponse moi-même. Oui. Et est-ce que tu peux faire un petit panorama de la manière dont on utilise le jeu? Tu me demandes beaucoup,
mais... non, mais alors, je pense que là-dessus, on est un peu tous héritiers d'une forme de journalisme anglo-saxon où la singularité de la personne qui travaille, elle est toujours en jeu, sans mauvais jeu de mots, dans l'entretien, etc. Ça, c'est une grande tradition, mais c'est un jeu qui va pas être un jeu autobiographique. Le mien, il est très autobiographique et il est toujours très centré, mais parce que aussi les sujets sur lesquels je travaille sont des sujets très intimes. Et je pense qu'il y a un moment aussi pour aller voir des gens et leur demander des choses très intimes, parce que les gens me livrent énormément de choses. Moi, ça me rassure de livrer beaucoup. Alors, les deux situations sont jamais symétriques, hein. Je reste maître de la situation toujours, et eux, ils me livrent sans savoir ce que je vais en faire. Mais quand même, je trouve qu'il y a un petit côté donnant-donnant qui marche bien, et qui marche d'autant mieux que ça change aussi le rapport dans l'interview. En fait, quelqu'un que je vais voir en disant « Je viens vous voir parce que vous êtes célibataire, et moi aussi », ou « Je viens vous voir parce que vous avez eu un enfant par GPA, et moi, je voudrais faire une PMA », il ne va pas du tout me répondre de la même manière. Et ça s'entend. Et ça, c'est une chose fondamentale dans mon travail. Je veux qu'il se passe quelque chose devant le micro. Même tout petit, même de l'ordre d'une relation entre deux personnes. Mais quand le micro est ouvert, il y a quelque chose qui advient. C'est pas seulement un récit de quelque chose qui s'est passé dans les deux personnes qui se parlent. Et c'est pour ça aussi que Exologie m'a intéressée et que j'étais si intéressée par aller voir mes ex. C'est que à chaque rencontre, on sent qu'il y a une situation et une relation entre deux personnes. On l'entend. Voilà. C'est aussi, on pourrait appliquer cette petite théorie à la fabrique de n'importe quel documentaire, en fait. Par exemple, quand des jeunes documentaristes viennent nous voir, on leur dit facilement qu'on n'arrive pas en faisant une interview et on rentre chez soi, et qu'il faut donner un peu de soi-même à un moment donné. Qu'il faut essayer de trouver un point de rencontre entre la personne qu'on interviewe et soi-même. Sinon, c'est très difficile. Quel que soit le point, si on n'arrive pas à trouver un petit point de communication, une petite similarité, une petite similitude, on n'y arrive pas, si. Oui, certainement. Moi, disons que j'essaye d'élargir le point, faire un gros poids, quoi. Du petit point, j'essaye de faire un gros poids. Et est-ce que tu peux, pour finir, nous dire un petit peu combien de temps ça te prend de faire une série comme ça, si on peut mesurer en temps, parce que si on compte le temps que tu as passé avec tes ex, ça fait un peu long, mais... ça fait 49 ans. Oui, ça fait 49 ans. Mais combien de temps ça t'a pris, l'écriture, comment ça se passe à peu près la fabrique du montage en quelques mots? Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que comme je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Sonia Kronlund, j'ai pas trop le droit d'écrire, au sens envoyer des mails avec des longs textes qui décrivent ce que je vais faire, ce que je trouve très simple parce que avec plein d'autres interlocuteurs, je le fais. Donc c'est super de faire comme ça. Et en fait, je pars d'un point de départ. J'ai des très longs temps de tournage. Un tournage, il peut durer plusieurs années. Et ça a été le cas des années Boom, ça a été le cas de l'affaire Salif B. Sur Exologie, je pense que ça dure environ 1 an entre le premier interview. Et bien entendu, c'est pas du tout 1 an à temps complet, mais je fais d'autres choses. Mais cette durée-là me permet d'aller chercher plein de choses différentes, de rencontrer plein de gens différents, d'avoir des idées en cours de route, en chemin. Et une fois que j'ai quasiment tous mes rushs, à ce moment-là, je rentre en montage, parce qu'en montage, je sais que le temps m'est compté et que je vais travailler avec quelqu'un. Et donc, quand je rentre en montage, c'est le moment où je commence à vraiment écrire, c'est-à-dire construire la narration, poser des intentions de micro et commencer à vraiment faire récit. D'accord. Je vois Romain qui se lève, ça doit signifier quelque chose. Oui, ça signifie quelque chose. Merci beaucoup à toutes les deux, Sonia Kronlund et Adila Benedjaïzou. Merci.